Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs. Aujourd'hui on va parler de chirurgie esthétique, on voit de plus en plus d'opérations toutes plus folles que les autres, changement de couleur de l'iris, allongement des jambes qui t'handicapent à vie, mais aussi les BBL, l'opération la plus mortelle, oui te faire poser un nouveau cul a de grandes chances de te buter, et on parlera carrément de cas d'horreur car dans certaines cliniques des personnes se sont réveillées avec un organe en moins. Tu vas faire une liposuction, puis durant l'opération on te vole un organe et les mecs disparaissent sans laisser de traces. Mais avant de commencer nous allons revenir dans le temps car avant qu'il n'y ait plus de tabou comme dans certains pays comme la Corée du Sud où on t'offre à tes 18 ans une opération pour te refaire la gueule car t'es moche, le début de la chirurgie esthétique a été beaucoup plus sombre et ancien qu'on l'imagine. Il y a eu beaucoup de tests et beaucoup de morts. Par contre, pour revenir à la Corée du Sud, c'est quand même assez incroyable que ce soit devenu normal pour certains parents en Corée d'offrir une opération de chirurgie esthétique à leur gosse à 18 ans. On dirait un rappel produit en usine, désolé pour le défaut, on prend en charge la réparation car t'es trop moche. Et ce qui est marrant, c'est qu'on vit dans un monde où on corrige tout sauf la manière d'apprendre. Des cursus de plusieurs années sans faire une seule thune car aucun prof ne te pousse à mettre en pratique ce que t'es en train d'étudier, et c'est pour ça que si t'es intéressé pour apprendre une compétence en ligne et facilement monétisable, on t'apprend le montage vidéo avec le VK Studio, no noob, no arnaque. Alors pour être clair, je vais pas te dire que t'es obligé de passer par nous, des tutos gratuits, il y en a des milliers sur YouTube. Le vrai problème c'est pas que l'info n'existe pas, c'est que le chemin est éclaté, tu passes d'une vidéo trop générale à un tuto ultra spécifique, tu poses des trucs dont t'as pas besoin et au final t'as aucune idée de par où commencer ni où tu vas. Nous ce qu'on te propose c'est une méthodologie claire qu'on améliore depuis 3 ans. On vient encore une fois de faire une refonte totale des cours car on prend note des retours élèves pour améliorer toujours plus ce parcours. Avant la refonte on te prenait par la main, maintenant on est limite derrière toi et tu sens notre souffle chaud sur ta nuque, à t'expliquer clic par clic ce que tu dois faire. Alors no mots bien évidemment. Concrètement le seul moyen de ne pas y arriver c'est soit d'avoir subi une trépanation, soit de refuser de bosser un minimum parce que tu doom scroll TikTok 3 heures par jour comme un crackhead. Et c'est pour ça qu'on a créé le système Polaris, c'est un système d'apprentissage gamifié, plus tu progresses plus tu gagnes d'XP, plus tu débloques des compétences et pas seulement en montage. Publicité, vente, business en ligne, le but c'est pas juste que tu saches monter des vidéos, c'est de faire de toi un entrepreneur du web. Avec Polaris t'as un chemin clair, tu vois ta progression, fini le flou. On a aussi des ateliers tous les jours avec des encadrants, un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si t'as un souci sur un logiciel ou un projet, et surtout une fois que t'as fini cette étape, on te lâche pas dans la nature à te faire bouffer par le premier prédateur. On a un canal offre d'emploi avec des dizaines de demandes chaque semaine, classées par niveau, et débloquées selon ton avancement sur Polaris. Résultat, tu peux commencer à gagner de l'argent dès que t'as le niveau, pas besoin d'attendre la fin du cursus comme dans une école claquée à 10 000 € l'année. Bref, si tu veux en savoir plus, le lien en description, sinon retour à la vidéo. Et pour commencer cette histoire, on va remonter jusque dans l'Égypte antique, où Maître Gims régnait sur les pyramides électriques antennes 5G ou je sais plus quoi. On a retrouvé des momies dont le nez ou les oreilles avaient été reconstruits artificiellement avant l'embaumement. Alors vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt vu que t'es mort? Tu ne vas pas aller sur le Tinder égyptien poster des photos de ta pyramide pour flex avec ton nez refait et ton carrosse dit esclaves fiscaux, mais c'est pour que les morts entrent dans l'au-delà entier. Ce qui nous montre déjà que l'idée de restaurer une apparence a des racines très anciennes. Mais en vrai c'est un peu con comme réflexion car imagine tu te fais écraser par une pierre lors de la construction d'une pyramide. Tu spawns au paradis en bouillie et tu dois passer le restant de l'éternité en cette monstrueuse et dégoûtante flaque de chair humaine. Et poursuivre nos péripéties de la chirurgie esthétique un peu plus tard dans l'Inde ancienne, vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, le traité médical le Sushruta Samhita décrit des techniques de reconstruction du nez qui ressemblent à ce qu'on retrouverait bien plus tard en chirurgie moderne. On y explique comment prélever un lambeau de peau sur la joue ou sur le front pour recréer un nez entier. À l'époque en Inde, couper le nez était une punition assez répandue, tellement répandue que des chirurgiens indiens ont inventé les premières rhinoplasties de l'histoire pour répondre à ce besoin. Ce qui fait que techniquement c'était assez commun de voir la version Bollywood de Voldemort en Inde à cette époque. En Europe pendant le Moyen-Âge la chirurgie reste rudimentaire, mais à la Renaissance un chirurgien italien, Gaspare Tagliacozzi, développe des techniques plus sophistiquées de reconstruction faciale, notamment en utilisant la peau des bras pour refaire le nez. Il publie un traité complet qui influence l'évolution de la chirurgie pendant des siècles. Le problème c'est que malgré ces progrès on reste dans une époque sans anesthésie, sans hygiène, sans antibiotiques, chaque opération est risquée, les infections sont fréquentes et les résultats sont souvent instables. Tu vas pas faire une rhinoplastie pour le fun quoi, se faire charcuter sans anesthésie pour choper une infection ne valait pas le coup. Déjà qu'à notre époque tu peux mourir de maladie nosocomiale, alors imaginez à cette période. Il faisait un truc que beaucoup de personnes ont oublié maintenant, s'accepter comme l'on est. Et surtout les miroirs coûtaient tellement cher que si tu voulais voir ta gueule il fallait appartenir à la noblesse. Donc tu pouvais pas avoir d'insécurité pour un truc dont tu n'avais aucune connaissance. Tu pouvais ressembler à une gargouille, la seule info que tu pouvais avoir c'est ton reflet dans l'eau. Et le fait peut-être que les gens te jetaient des cailloux et le village entier te courait après avec des torches en hurlant monstre. Tu t'attachais à un poteau avant de te foutre le feu. Tu passais pas tes journées sur ton téléphone à prendre des photos et analyser chaque défaut subjectif que tu pourrais avoir avant de poster sur Instagram tout en te comparant à des millions d'êtres humains à travers le monde qui utilisent des filtres et le meilleur éclairage possible pour paraître parfaits alors qu'ils ont un double menton, autant de boutons qu'une TI 82 et une vie qui pue sa mère car ils balancent toutes leurs économies pour voyager et prendre des photos pour flex. En tout cas, il faut attendre le 19e siècle pour voir apparaître un véritable tournant. L'anesthésie, les antiseptiques et la connaissance des infections
monde transforme la chirurgie en un domaine enfin capable de soigner, sans mettre systématiquement la vie du patient en danger. C'est à ce moment-là que la chirurgie reconstructrice commence réellement à se structurer, même si elle reste encore rare et réservée aux cas les plus graves. Le choc décisif arrive au début du XXe siècle. La Première Guerre mondiale laisse derrière elle des dizaines de milliers de soldats mutilés, souvent au visage, les gueules cassées. Des chirurgiens comme Harold Gillies développent de nouvelles techniques de reconstruction faciale, inventent des méthodes de greffe de peau plus complexes et posent les bases de ce qui deviendra officiellement la chirurgie plastique moderne. La Seconde Guerre mondiale amplifie encore cette évolution. Brûlures, traumatismes lourds, défiguration et la chirurgie réparatrice devient un domaine essentiel. Mais dans les années 50 et 60, les choses basculent pour de bon, et pas toujours de la manière la plus glorieuse. Avant l'invention des implants mammaires modernes, il n'existait encore aucune prothèse fiable pour augmenter le volume des seins. Et certains médecins ont commencé à injecter directement du silicone liquide dans la poitrine des femmes. Ils pensaient avoir trouvé une solution simple, durable et moins invasive que la chirurgie. En réalité, c'était une catastrophe sanitaire. Le silicone migrait dans les tissus, provoquait des inflammations massives, des infections chroniques, des masses dures impossibles à retirer, parfois même des empoisonnements, et les conséquences étaient si graves que beaucoup de ces patientes devront vivre toute leur vie avec des complications. Et le phénomène n'était pas limité aux cliniques. Au Japon, dans l'après-guerre, certaines prostituées se faisaient injecter du silicone industriel, le même utilisé comme lubrifiant mécanique pour attirer les GI américains, dans un marché où aucune règle médicale n'existait. Ces injections se faisaient dans des chambres improvisées, avec des outils non stériles, et les complications étaient inévitables. Des années plus tard, les médecins japonais verront affluer des patientes avec des tissus déformés, des masses inflammatoires, des douleurs chroniques et une migration du silicone jusque dans les ganglions lymphatiques. C'est à cette période qu'apparaît dans la littérature médicale le terme de Silicone Ladies, symbole d'un scandale sanitaire que beaucoup préféraient oublier. Et c'est justement cette vague d'échecs, de complications et de drames qui pousse deux chirurgiens américains, Cronin et Guerreau, à imaginer le premier véritable implant mammaire moderne, une enveloppe solide censée contenir le silicone pour éviter qu'il se répande dans le corps. Le progrès est réel mais imparfait. Les premières générations d'implants se rompent souvent et causent du coup les mêmes problèmes, inflammation, des durcissements et nécessitent des réinterventions. Même plusieurs décennies plus tard, l'industrie montrera encore ses failles, comme avec le scandale des implants PIP fabriqués avec du silicone industriel non autorisé et beaucoup plus fragile que prévu. Quand on regarde cette histoire, on se rend compte que la chirurgie esthétique n'a jamais été un long fleuve tranquille. C'est une succession de tentatives, d'erreurs, de progrès, de dérives et parfois de vrais désastres. Et c'est précisément ce parcours chaotique qui va conduire aux chirurgies extrêmes qu'on connaît aujourd'hui. Celles qui poussent le corps au-delà de ses limites, celles qui se délocalisent à l'étranger pour réduire les coûts et celles qui parfois glissent complètement dans l'illégalité. Bon, maintenant qu'on a vu comment la chirurgie esthétique s'est construite sur des siècles d'essais plus ou moins foireux, on peut enfin parler de ce qu'elle est devenue aujourd'hui, un domaine où même en restant dans la légalité, certains vont tellement loin qu'on se demande à quel point la médecine s'est transformée en mode création de personnages dans un MMO. On dirait que certains font des persos trolls sur des jeux comme Ark. Parce que oui, officiellement, tout ce dont je vais parler maintenant se fait dans de vraies cliniques, avec de vrais chirurgiens, du vrai matériel et des vrais diplômes accrochés au mur. Et ça n'empêche pas que ce soit très limite. On va commencer par la chirurgie la plus classique, celle que tout le monde connaît, les implants, mais avec un twist, car les implants ne se cantonnent pas uniquement aux implants mammaires, même si on va commencer par ça. Il y a des variétés d'implants méconnus et totalement abusés. Les implants mammaires classiques, on connaît, mais certaines personnes décident d'augmenter encore et encore, jusqu'à ce que leur poitrine devienne un handicap à porter. Et là, on n'est plus dans l'esthétique, on est dans la transformation lourde. La peau tire, les muscles souffrent, les ligaments fatiguent, et derrière, les chirurgiens voient revenir des patientes avec des inflammations chroniques, des ruptures d'implants, des infections, des douleurs qui durent des années. Et évidemment, dans l'ère des réseaux sociaux, certaines figures publiques ont alimenté cette tendance, comme Marie-Magdalene. Si vous ne la connaissez pas, non, ce n'est pas la Vierge Marie, c'est une influenceuse canadienne qui a littéralement passé son corps en mode plus ultra. Elle a commencé les opérations à peu près ses 20 ans, et depuis, elle a tout modifié. Seins énormes, fesses énormes, lèvres énormes, joues énormes, hanches élargies, nez refait, BBL, implants partout. Elle a même subi une opération pour se faire un vagin en forme de cœur, et elle a expliqué publiquement vouloir avoir le plus gros vagin du monde. Alors pourquoi? J'en ai aucune putain d'idée. Je comprends pas du tout le projet d'essayer d'accueillir des équipes de spéléologues comme dans les grottes de Lascaux, mais bon, on va faire avec. Et à force de repousser les limites, il lui arrivait un truc assez incroyable. Un de ses implants mammaires a explosé comme un airbag. Elle a montré sur Instagram en mode bon bah va falloir que je le change, comme si elle venait de casser un amortisseur sur sa bagnole. Et plus récemment, elle a failli perdre un œil après avoir tenté de changer de couleur. Cette femme, comme beaucoup de personnes qui enchaînent des chirurgies extrêmes, montre surtout une chose: la médecine esthétique accepte parfois d'opérer des gens qui ne vont pas bien. Et c'est un vrai problème, car quand quelqu'un accumule des modifications au point de ne plus ressembler à un être humain fonctionnel, ce n'est plus un choix esthétique, c'est un trouble, un dysmorphisme profond. Ces personnes ont besoin d'aide psychologique, pas d'une nouvelle salle d'opération. Et ce qui me choque, c'est que des chirurgiens continuent à accepter ces opérations sans poser de limites. Il n'y a pas d'éthique là-dedans. Ils voient juste un chéquier sur pattes. D'ailleurs, dans plus en plus de pays, les implants trop volumineux sont désormais interdits pour éviter que des personnes fragiles mentalement ne se mutilent sous couvert de chirurgie, car là c'est de la mutilation et de l'autodestruction. Et je vais faire un petit aparté sur les chirurgies beaucoup plus légères et le piège des complexes. Car même quand on descend d'un cran vers les chirurgies plus légères, un truc est frappant. 90% des interventions esthétiques concernent des femmes. Pas parce que les femmes sont superficielles,
superficielles, mais parce qu'on les bombarde d'images, de filtres et d'attentes impossibles tous les jours. Et la compétition intrasexuelle est intense, car énormément de ces névroses sont auto-infligées et pas quelque chose que les hommes demandent. Et évidemment, le chirurgien, lui, ne va jamais te dire « Non, t'inquiète, t'es déjà très bien ». Non, il va te trouver 10 défauts pour te vendre 10 corrections. Là où un mec hétéro moyen trouverait que la femme est déjà très bien, le chirurgien te dira « C'est vrai que tes lèvres manquent un peu de volume, on peut affiner ton nez, on peut retirer un peu de graisse buccale pour harmoniser, on peut creuser tes joues pour un effet plus mature ». Le chirurgien est pas là pour te dire que t'es bien comme tu es. Si t'arrives avec un complexe, il va l'amplifier. Regardez par exemple l'actrice qui joue Starlight dans The Boys, Erin Moriarty. Elle est magnifique, comme beaucoup d'actrices, elles sont après tout en partie sélectionnées pour ça. Mais elle a décidé de faire de la chirurgie esthétique et c'est flagrant entre ses débuts dans les premières saisons et maintenant. D'ailleurs, c'est pas la première qui se fait retirer de la graisse buccale. On dirait que la moitié d'Hollywood est tombée dans un Tupperware de mètres. Ce qui est plus dingue pour moi, c'est que même des actrices souffrent d'insécurité vis-à-vis de leur physique, alors que, comme je l'ai dit, elles sont en partie là justement parce que ce sont de très belles femmes. Mais même elles souffrent de complexes, peut-être aussi parce que ce milieu est ultra compétitif et impitoyable. Mais je comprends pas ce délire de retirer cette graisse buccale chez les femmes. Pour moi, c'est quasiment à chaque fois un attentat. Et je pense que tous les hommes sont d'accord avec moi. Et là, je sais, il y a des gens, surtout des femmes et des hommes performatifs, donc des quoi, qui vont dire oui, mais les hommes n'ont pas à donner leur avis sur ce que font les femmes de leur corps. Écoutez, ce n'est pas du patriarcat ou de la misogynie que de dire que beaucoup de défauts que se trouvent les femmes n'existent pas aux yeux de l'autre sexe, et que ces problèmes sont accentués par une industrie qui ne veut pas du bien aux femmes et qui appuie sur le manque de confiance en soi. Et là, je vais dire quelque chose qui va faire exploser les femmes, mais notre avis à nous les hommes est bien plus objectif que le vôtre. L'âge des hommes est terminé. Le temps des orques est arrivé. Ok, attendez, avant d'hurler et de me planter un talon aiguille dans le crâne, je vais m'expliquer. Alors parlons honnêtement du niveau d'objectivité des conseils entre femmes, parce que je rappelle qu'il existe des études, de vraies études qui parlent de la compétition intrasexuelle et qui expliquent tout ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, la compétition intrasexuelle, c'est un concept en psychologie qui explique que les individus d'un même sexe se comparent constamment entre eux pour attirer le sexe opposé. Et chez les femmes, ça passe souvent par des détails d'apparence, cheveux, maquillage, vêtements, corps, tout peut devenir un terrain de bataille passif-agressif. C'est inconscient mais c'est réel. Par exemple, une étude montre que quand une femme va chez la coiffeuse, si elle est plus belle que la coiffeuse, il y a statistiquement plus de chances que la coiffeuse lui propose une coupe qui la rende un peu moins belle. Et si elles sont à peu près du même niveau d'attractivité, là c'est pire, c'est Hunger Games. On va te désépaissir les pointes ma chérie. Et tu ressors avec la coupe du prince Nabo dans Shrek. Si la femme est moins belle que la coiffeuse, ce comportement n'arrive pas, car elle ne se sent pas en danger dans cette compétition intrasexuelle. Donc bon, dire que les hommes n'ont pas le droit d'avoir un avis alors qu'entre vous c'est littéralement la compétition intrasexuelle la plus passive-agressive du monde, il faut arrêter de déconner. Bon, ok, c'était un petit aparté troll, mais cette étude sur le coiffeur m'a toujours fait rire et j'avais toujours eu envie de la caler un jour en vidéo. Mais on rigole, le problème n'est pas les femmes, c'est l'industrie qui détruit la confiance et les chirurgiens qui suivent la tendance sans se poser de questions car ils encaissent. Et honnêtement, certains chirurgiens devraient être empêchés de pratiquer ce genre d'opération sur des jeunes femmes qui n'ont besoin de rien. Il faudrait une ordonnance d'un psychologue ou d'un psychiatre avant d'avoir recours à certaines chirurgies, car de toute façon, comme on l'a vu, ça part de base souvent d'un dysmorphisme et d'un manque de confiance en soi. Et tu peux rentrer dans une boucle d'opérations qui ne régleront jamais le problème de fond. Bon, je digresse, je me suis écarté à fond du sujet, maintenant on va parler des implants de fessiers et de hanches. Parce qu'on a parlé des implants mammaires extrêmes, donc naturellement on passe à la suite logique, les implants fessiers et les implants de hanches. À ne surtout pas confondre avec les BBL, le Brazilian Butt Lift, dont on parlera plus tard. Parce qu'un implant fessier c'est littéralement une prothèse en silicone solide, parfois plus rigide qu'un implant mammaire et qu'on vient glisser soit sous le muscle, soit dans le muscle du fessier. Quand c'est fait à petite dose, ok, le corps s'adapte tant bien que mal, c'est pas incroyable mais ça fonctionne, mais quand les volumes deviennent énormes, tout se complique. Les muscles doivent supporter un poids qu'il n'a jamais été censé porter, la peau s'étire au maximum et la gravité passe sa journée à essayer de tirer l'implant vers les enfers. Et assez souvent, bizarrement, c'est la gravité qui gagne. Il existe des cas où l'implant se met carrément à glisser, tu t'assois un peu de travers et ton cul décide de partir en diagonale. D'autres racontent que leur implant s'est retourné, tu te réveilles, tu touches ton cul et tu réalises que ton fessier s'est retourné comme le jury dans The Voice pendant la nuit. Certains chirurgiens parlent même d'implants qui migrent trop bas et créent un effet double cul. T'imagines arriver aux urgences et dire alors en fait, comment expliquer? J'avais un cul hier, maintenant j'en ai deux. Et je ne parle même pas du toucher, avec un implant extrême, ton cul n'est plus un cul, c'est deux briques de Lego recouvertes de peau. C'est dur, c'est froid et ça ne bouge pas avec toi, ça vit sa propre vie. Le pire c'est quand la peau n'en peut plus, trop de tension, trop de poids, mauvaise vascularisation, et tu te retrouves avec un début de nécrose. C'est pour ça que certaines influenceuses qui avaient choisi ces volumes énormes ont dû tout faire retirer, dans la douleur, avec des cicatrices visibles et un moral détruit. Et encore là je ne parle que des implants, parce que les BBL c'est un délire totalement différent. Là on quitte la chirurgie lourde pour entrer
rentrer dans l'opération la plus mortelle du monde. Les implants ça fait mal, le BBL ça tue, mais on y reviendra plus tard. Il y a des implants que beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils existent. Les implants d'abdos qui donnent un six-pack permanent, les implants de pectoraux, les implants de mollets et les implants de biceps ou de triceps. À la base c'était surtout utilisé pour des corrections anatomiques, asymétrie, muscles atrophiés, séquelles d'accidents, puis c'est devenu un truc esthétique et certains l'ont transformé en outil pour afficher un corps sec et musclé, sans passer par des années d'entraînement. Et le problème c'est que ces implants bougent énormément comme tous ceux qu'on a vus auparavant. Ils peuvent glisser, se déformer ou provoquer des frottements horribles à chaque mouvement. Tu fais juste un truc normal, t'attacher les lacets, te pencher pour prendre ton sac et tu sens ton faux muscle se déplacer à l'intérieur de ton corps comme si t'avais un alien. Je crois que c'était Drake où tout le monde s'est posé la question de s'il avait fait des implants de six-pack, car sur une photo c'était sacrément suspect. En tout cas je trouve ça dégueulasse et surtout putain ça doit être trop bizarre. La sensation quand tu dois te pencher doit être assez spéciale. Je comprends pas pourquoi des gens se posent des trucs de ce style. Perdre du poids sauf condition médicale c'est plutôt rapide. Je dis pas que c'est facile mais c'est plus rapide de perdre du poids que d'en gagner. Et je comprends très bien que pour ceux qui ont des problèmes c'est compliqué. Je le dis à juste titre, avec mes problèmes de thyroïde mon poids fait du yo-yo depuis un an. J'ai perdu 14 kilos en 3 mois que j'ai repris 4 mois après en ne changeant absolument rien à mon alimentation. Même avec les traitements c'est le bordel à gérer. Mais le truc que je trouve le plus drôle avec les implants musculaires c'est que tu t'handicapes de tout effort musculaire. C'est littéralement fait pour des gens qui ne foutent rien et qui comptent ne rien foutre. Parce que si tu pousses un peu trop fort à la salle ou même que tu fais des trucs physiques, tu risques de décaler ton biceps en plastique et de finir avec un faux muscle qui a glissé sous ton aisselle. Si tu veux t'en servir, il y a des risques qu'il explose. Quand quelqu'un te dit on a besoin de gros bras pour porter un truc et que tout le monde se retourne vers toi, tu commences à avoir des gouttes de sueur car tu sais que t'as menti sur ton CV. Dans tous les cas, ce qui relie ces interventions, c'est la même chose. Plus le volume est extrême, plus le risque augmente. Et ça va paraître ouf ce que je vais dire, je sais, mais le corps n'est pas fait pour supporter des poches de silicone. Et même quand c'est bien fait dans une clinique réputée avec un chirurgien expérimenté, le risque reste énorme, surtout à long terme. Maintenant, on quitte les seins, les fesses, les faux muscles et on part sur un terrain beaucoup plus dangereux, les yeux. Là, on parle plus d'un truc qui s'affaisse ou qui migre ou qui explose. On parle d'un organe tellement fragile qu'une simple petite poussière peut te faire pleurer pendant 10 minutes, voire te ruiner une partie de la journée. Et malgré ça, il y a des gens qui veulent changer la couleur de leur iris, comme s'ils changeaient de vernis à ongles. Les implants d'iris, c'est l'idée vraiment trop conne pour être vraie, mais pourtant qui existe. À la base, les implants d'iris, c'était pour les gens qui avaient un iris détruit ou une malformation grave. Une vraie opération médicale, utile, logique et justifiée. Sauf qu'évidemment, à partir du moment où une chirurgie existe, t'as toujours une clinique au bout du monde qui se dit mais attends, si on faisait juste ça pour l'esthétique et faire du pognon. Et c'est là que tout est parti en couille parce que les complications, elles, ne sont pas possibles, elles sont quasi garanties. Glaucome agressif, pression intraoculaire qui explose, inflammation chronique, ulcération, perte de vision, cornée foutue à vie, et chirurgie d'urgence pour retirer l'implant avant de devenir aveugle. Et niveau esthétique, c'est même pas beau. Beaucoup de gens qui ont tenté ça se retrouvent souvent avec une couleur d'œil plate, unie, sans nuance, sans profondeur. Un espèce de bleu plastique, un vert Playmobil, ça fait presque un effet autocollant. C'est littéralement le premier truc que j'ai remarqué dans ces vidéos. C'est moche, pas juste dangereux, extrêmement moche et le rendu est un peu maudit. Changer la couleur de ses yeux, c'est pas cosmétique, c'est un ALSM vers les lunettes de soleil, la canne d'aveugle et le labrador. Si vous dites que c'est un plaisir de parler aujourd'hui, aujourd'hui les gens, je me mets à la place d'une personne aveugle, vous êtes prêts? C'est parti! Démarty! Il y a aussi une deuxième méthode, la kératopigmentation. On pourrait comparer ça à un tatouage où on pigmente la cornée. À l'origine, c'était pour cacher des cicatrices, donc là encore, opération sérieuse. Et la kératopigmentation, c'est sans doute la seule des techniques où tu te dis « Ah, franchement, ça va, c'est pas trop moche. » Parce que sur TikTok, les résultats ont l'air propres. Mais en vrai, on balance juste une couleur qui est censée pigmenter l'œil, comme je le montre sur la vidéo à gauche, une sorte d'infiltration avec un laser. Le rendu peut être joli 3 mois, puis devenir plat, uniforme, un peu bizarre, et surtout, personne ne sait ce que ça donne dans 10 ans. C'est littéralement la seule chirurgie où tu peux perdre ta vision pour que tes yeux ressemblent à des lentilles AliExpress plus tard. Et les risques forcément, halo lumineux, sensibilité énorme à la lumière, infection, cicatrice sur la cornée, vision altérée. En gros, tu voulais avoir un regard clair, mystérieux pour plaire aux baddies dans l'Agartha et tu finis potentiellement aveugle. Il y a apparemment déjà plus de 2000 personnes qui ont fait cette opération en France. Et dernière technique similaire mais plus dangereuse, le laser dépigmentaire. C'est de la roulette russe. En gros, on détruit la mélanine de ton iris avec un laser pour éclaircir la couleur. Sur papier, ça semble technologique et propre, mais dans la réalité, pareil, personne ne sait ce que ça donne dans 10 ans. En tout cas, je comprends pas, les gens ne veulent pas juste se contenter de ce qu'ils ont. Ils ont des yeux fonctionnels et décident potentiellement de les flinguer pour foutre une couleur pas réaliste. Un peu maudite pour ressembler un peu à une poupée de film d'horreur comme Chucky. Franchement, j'arrive même pas à comprendre comment tu peux être complexé de la couleur de tes yeux. Car encore une fois, pour les rhinoplasties, les lèvres, je peux comprendre. Il y a des personnes qui ont vraiment d'énormes complexes car leur cas est parfois vraiment abusé. Par exemple, imaginez ce type qui avait le plus gros nez du monde. Si la rhinoplastie existait à son époque, je comprends parfaitement qu'il a envie de se faire opérer. Pareil pour ceux qui ont des lèvres très fines, je comprends qu'ils aient envie de faire une petite injection pour
pour avoir un volume qui rentre dans les normes. Je ne suis pas du tout contre les chirurgies esthétiques et je comprends son intérêt. Si une opération permet d'améliorer ton quotidien, pourquoi pas? Et je comprends pas comment tu peux être complexé pour quelque chose de normal comme la couleur des yeux. Et pour finir cette première partie, on arrive à ce qui est probablement la chirurgie la plus extrême, la plus douloureuse et la plus absurde quand tu prends 2 secondes pour y réfléchir. Le limb lightening, autrement dit l'opération pour grandir. Attention mon accent anglais. Le principe est simple encore une fois. On te casse les 2 tibias volontairement, on insère un clou métallique dedans et chaque jour on écarte les segments de quelques millimètres pour que l'os repousse plus long en comblant l'espace nouvellement créé. Ça paraît cool ou pas, mais dans la réalité, casser un os ça fait mal. En casser 2, c'est 2 fois plus de plaisir, puis les étirer pendant des mois, ça relève de la torture moyenâgeuse légale. Les patients décrivent tous le même quotidien. Douleur, kiné, douleur, tenter de dormir, douleur. Tu vis dans un cycle infernal où chaque millimètre gagné se paie comme si tu achetais une maison en centre-ville à un couple de boomers qui a besoin de financer un tour du monde en croisière. Et tout ça pourquoi? 5 cm si t'es raisonnable, 8 si t'aimes le risque et 10 si t'as décidé que souffrir c'est ton identité. Mais plus tu veux gagner, plus les complications explosent. Infection profonde, voire même de l'os, et là c'est catastrophe. Muscles trop courts pour suivre, ce qui arrive souvent. Nerfs étirés qui envoient des décharges électriques à chaque mouvement comme un taser. Et si t'es pas un crackhead à Los Angeles qui a grillé son système nerveux avec de la drogue, crois-moi tu vas sentir ces décharges. Bien évidemment difficulté à marcher, boiterie permanente comme si t'avais ramassé le savon en prison, perte de mobilité et pire si l'os repousse mal, bah là c'est fini. Opération ratée, c'est qu'à la vie. Te voilà handicapé pour la modique somme de 75 000 $, parfois beaucoup plus. Et oui tu payes l'équivalent de 5 SMIC annuels pour ça. Alors quitte à finir handicapé, autant gagner de l'argent et tu fais comme les Russes qui se jettent sous les bagnoles pour faire des fraudes à l'assurance. Pourtant malgré tout ça la demande explose. En Turquie, en Inde, en Allemagne, aux États-Unis, certaines cliniques enchaînent les opérations comme si c'était des extensions de cils. Tu choisis littéralement ta nouvelle taille comme on configure une Tesla. Vous la voulez en plus 5 cm, en plus 8 ou en XL? Et ce qui est encore plus fou c'est que beaucoup de patients n'ont même pas de problème extrême. T'as des mecs de 1m78 qui veulent passer à 1m83 pour être plus compétitifs sur le marché relationnel. Il y en a même qui ajoutent tellement de centimètres que leur physique devient disproportionné version Slenderman. Et certains sont déjà en couple, même mariés, comme dans ce reportage où le mec mesure 1m73, sa femme est juste un peu plus grande mais elle est clairement amoureuse. Et pourtant il se fait opérer. Pas parce qu'il est célibataire endurci, pas parce qu'il est rejeté, juste parce que les réseaux lui ont retourné le cerveau comme une crêpe et qu'il sent le besoin d'être plus grand que sa femme. Sinon ça fait pas assez viril. Encore une fois, ce genre de chirurgie vise les personnes complexées et les réseaux sociaux amplifient ça à un niveau astronomique. Si TikTok et Instagram n'étaient pas remplis de vidéos de meufs qui disent moins d'1m80 je sors même pas avec toi, bah il y aurait pas autant d'opérations. Ça se demandait même si ces micro-trottoirs à la con ne sont pas financés par un collectif de chirurgiens. Et soyons honnêtes 2 secondes, plus t'es grand, plus t'es avantagé, c'est statistique, c'est connu. Et ça veut pas dire que t'es condamné à finir seul si tu fais moins d'1m80. Les 3/4 des dindes qui disent en micro-trottoir je veux un mec d'1m90 minimum et qui fasse 100 000 € par an, finissent ce soir même à se faire démonter par un type au RSA dans une Clio. La vie réelle n'obéit pas aux critères TikTok. Et c'est pas être misogyne que de dire ça, c'est juste rappeler qu'il faut arrêter de faire confiance au réseau pour définir ta valeur. Ce que tu peux changer, change-le, ton poids, ta forme physique, ton style, ta situation, ta personnalité, tes activités. Mais si ta seule passion c'est farmer des transmogs sur World of Warcraft, forcément là ta vie sentimentale va être complexe. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Je farme la monture du sépulcre sur mon chevalier de la mort. Là c'est foutu, je peux te dire que même le Sahara est plus humide que la meuf. Tom Cruise fait 1m70 et pourtant il ne s'est jamais défini par sa taille. Il s'est jamais dit mon dieu c'est foutu, j'abandonne, j'espère me réincarner dans le corps d'un mec d'1m90 plus tard. Il a cru en ses rêves, il s'est bougé le cul et il fait lui-même toutes ses cascades comme un psychopathe certifié. Et ça, aucune opération ne le fera pour toi. Alors je sais que prendre l'exemple de Tom Cruise c'est extrême, mais c'est juste pour dire que ce qui prime avant ta taille c'est qui tu es et ce que tu fais. Si tu te définis par tes complexes, forcément t'es mort. Tu transpireras le manque de confiance en toi. Et t'as pas besoin d'être une star hollywoodienne. Il suffit d'être passionné, vraiment passionné, et tu vas automatiquement attirer des gens autour de toi quand tu partages cette passion. Enfin ça dépend quoi, encore une fois. Parce qu'il y a aussi un autre délire que je vois passer assez souvent. Les mecs qui disent je comprends pas, les meufs elles veulent un mec intelligent et je suis intelligent mais j'ai pas de meuf. Mais frérot, vous confondez intelligence et intelligence. Connaître comme un autiste la distribution des Allopo Group à travers l'Europe, les campagnes de Napoléon ou l'histoire de Rome par cœur, ça c'est de l'intelligence. Et la meilleure façon de savoir si ce que tu apprends c'est de l'intelligence ou de l'intelligence, c'est de te poser 3 questions simples. Est-ce que ça crée de la valeur sociale, de la valeur relationnelle ou de la valeur sexuelle? Si la réponse est 3 fois non, félicitations, tu es en intelligence avancée. Et la question bonus, est-ce que c'est un sujet dont tu peux débattre pendant 5 heures sur un Discord rempli de mecs borderline autistes pendant une game de Civilization 6? Si oui, tu viens d'obtenir ta certification d'intelligence niveau diamant. Et je juge pas, moi aussi j'adore l'intelligence. Une énorme partie de mon cerveau est dédiée à ça. Et quand une meuf dit j'aime les mecs intelligents, elle parle pas de ça. Elle parle du type d'intelligence qui ramène de l'argent sur la table, qui construit quelque chose ou qui crée un statut. Putain, je peux pas m'empêcher de partir en couille dans cette vidéo. Revenons à nos pâturages. Maintenant, on a parlé des chirurgies extrêmes dans des cliniques sérieuses. Enfin, sérieuses, tu m'as compris? Non, Henri. J'ai demandé le nom, pas le prénom.
On va passer à la version low cost, celle où tu vas littéralement chercher un nouveau visage ou corps dans un pays où l'opération coûte moins cher qu'un iPhone. Et direction la Turquie, le pays de la chirurgie pas chère, des mecs qui cassent les couilles et qui veulent pas te donner ta glace, et de la lutte huilée. Le seul endroit où tu peux faire une rhinoplastie, une greffe de cheveux, un BBL et acheter un tapis pour ta mère dans la même rue. Parce que la Turquie aujourd'hui c'est devenu un Disneyland de la chirurgie esthétique. Sauf qu'au lieu de Mickey Mouse, t'as Dr Mehmet House avec un diplôme TKT, je suis chirurgien, qui vient d'enchaîner 12 rhinoplasties dans la matinée et qui s'apprête à t'ouvrir le nez avec un marteau burin comme un boucher. D'ailleurs, si t'as déjà pris l'avion pour Istanbul, t'as forcément vu des mecs chauves avec des pansements et des filles avec des attelles sur le nez et tout l'appareil médical dans l'avion qui est en train de prier pour qu'aucun d'entre eux ne se mette à saigner pendant le vol. C'est devenu tellement normal que l'aéroport d'Istanbul ressemble à une salle d'attente post-opératoire géante. Et pourquoi tout le monde va là-bas? Parce que c'est pas cher. Et parce qu'on te vend ça comme un package vacances plus nouvelle gueule. Hôtel 4 étoiles, chauffeur privé, petit déjeuner, rhinoplastie, plus photos, souvenirs. Le tout pour 2000 balles. C'est moins cher que de changer une chico en France. Mais évidemment, comme dans tout marché low cost, t'as le haut de gamme et t'as le wish.com. D'un côté, t'as des cliniques modernes, propres avec des chirurgiens expérimentés. Et de l'autre, t'as des usines à nez, des fabriques à BBL et des paysagistes qui plantaient du gazon la veille en reconversion pour faire des implants capillaires. Les chirurgiens enchaînent tellement d'opérations qu'ils pourraient opérer dans leur sommeil en pure mémoire musculaire. Il y a des cliniques où le chirurgien opère 8 à 15 personnes par jour. À ce rythme, c'est plus de la chirurgie, il te traite comme si t'étais une carcasse à la boucherie. Et comme les cliniques veulent maximiser les profits, il arrive souvent que le chirurgien qu'on t'a montré sur Instagram ne soit pas le même que celui qui va t'opérer. C'est un interne, un remplaçant, le cousin du chirurgien star, un type sorti de nulle part avec une formation vidéo de 3 heures, et le pépé chasseur alcoolique de ton village a plus d'expérience en vidant des sangliers chaque week-end que ces types. Et le suivi post-opératoire inexistant. Le lendemain de ton opération, il te renvoie à ton hôtel, puis à l'aéroport, pansement sur la gueule comme si c'était tombé en moto et que t'avais fait du face curling, un petit sac de médicaments à la main, et bonne chance, salut mon pote. Il y a des gens qui se sont réveillés avec une greffe de cheveux et qu'on a directement mis dans un taxi pour l'aéroport, en mode bon courage mon ref, si ça s'infecte, tu verras chez toi. Résultat, vous vous en doutez, des infections monstrueuses, des nécroses, des nez qui s'effondrent comme Michael Jackson, des greffes de cheveux ou de barbe qui repoussent comme un champ de mauvaises herbes ou les forêts vietnamiennes après que les Américains aient balancé du napalm. Il est même arrivé que certains se suicident à cause du résultat, et sans oublier les BBL ratés. Ces personnes se retrouvent souvent à payer une deuxième opération dans leur pays d'origine pour rattraper les dégâts. Et si la Turquie est devenue le centre mondial du tourisme médical, c'est aussi parce que les prix ailleurs sont juste délirants. Aux États-Unis, une rhinoplastie ça coûte 12 000 $, en Turquie 2000. Alors évidemment que ça attire. Et je dis pas que toutes les cliniques en Turquie sont pourries, si tu choisis bien la clinique, t'as encore de bonnes chances de ressortir vivant et d'avoir de bons résultats, mais forcément quand tu choisis le low cost du low cost, que t'atterris dans une ruelle sombre où tu vois une espèce d'immeuble un peu délabré sans plaque de médecin à l'entrée, il faut pas s'étonner de se faire opérer par le monstre pyramide de Silent Hill. Alors je suis pas expert sur le sujet, y a rien à greffer sur mon crâne, tu peux te servir nulle part. Je suis un berbe depuis que j'ai 1 an, alors je fais un truc magique quand t'as pas le choix. Essaye de m'accepter comme je suis. Alors je comprends, pour certains ça doit être dur avec l'âge de voir leur calvitie grandir, et j'ai pas de conseils à vous donner les refs. Je ne peux pas connaître cette émotion de perdre quelque chose, parce que je l'ai jamais eu. Maintenant on va passer aux histoires hardcore, là où les chirurgies sont tellement mal faites que les organisations médicales tirent la sonnette d'alarme et considèrent littéralement ces opérations comme de la roulette russe. Même les casinos bressons avec des trous dans la moquette des années 80 à cause de la cendre qui tombait des clopes te donnent plus de chance. La pire opération d'entre toutes, c'est le Brazilian Butt Lift, alias le BBL, et spécifiquement le low cost en République Dominicaine et au Mexique. C'est la chirurgie esthétique la plus mortelle du monde. Le principe a l'air simple, on t'aspire de la graisse souvent du ventre comme une liposuction classique et on la réinjecte dans les fesses. Le résultat te permet d'avoir un plus gros cul et un ventre plat en même temps, sans avoir à te faire chier à squatter 4 fois par semaine à la salle et manger des salades. Sauf qu'en vrai, le BBL est extrêmement risqué pour plusieurs raisons. Déjà, l'opération se fait, comme on dit, à l'aveugle, dans le sens où le chirurgien n'a pas un visuel clair sur ce qu'il fait. Et forcément, s'il est pas ultra qualifié, il peut vite se louper et créer des scénarios catastrophes. Parce que si le chirurgien injecte trop profond la graisse, et seulement quelques millimètres suffisent, elle peut rentrer dans un vaisseau sanguin, remonter et provoquer une embolie graisseuse. Et là, c'est terminé, tu te fais one shot. Certaines femmes meurent en quelques minutes. Selon des associations de chirurgiens américains, comme je l'ai dit, c'est officiellement l'opération esthétique qui tue le plus. Environ 1 cas sur 3000. Et quand tu regardes ce qu'il se passe dans les pays où le BBL est bradé, tu comprends pourquoi. République Dominicaine, Mexique, Colombie, des cliniques qui enchaînent 10, 12, 15 patients dans la même journée, des chirurgiens épuisés, des salles pas stériles, des patientes qui dorment dans des Airbnb après l'opération sans surveillance médicale et sans eau potable. Les chiffres sont glaçants. Selon un rapport du CDC américain publié en 2024, 93 américaines sont mortes après une chirurgie esthétique en République Dominicaine entre 2009 et 2022. La majorité, liposuction plus BBL. Le pic a été en 2020 avec 17 décès en seulement une année. Et ça, c'est juste les américaines. On n'a même pas les chiffres des autres nationalités. Et vous vous dites sûrement que c'est parce que les normes dans ces pays sont catastrophiques, mais non, ça arrive aussi aux États-Unis. En 2025, une femme de 28 ans est morte quelques heures après son BBL dans un centre de Miami. Elle a fait son opération, on l'a envoyée dans une maison de récupération et elle n'a jamais réussi à s'en sortir. Le rapport médico-légal a confirmé la cause, complications post-BBL. Et sur les cas les plus anciens, on a aussi cette mère de 5 enfants morte en Floride après un BBL réalisé par un chirurgien qui n'avait même pas l'autorisation officielle d'en pratiquer. Car oui, dans la chirurgie esthétique, beaucoup de personnes se font passer pour des chirurgiens
chirurgien et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, même aux États-Unis. Mais de toute façon, tu n'es même pas à l'abri avec des chirurgiens diplômés. J'avais vu une affaire d'une meuf qui passait son temps à faire des TikTok pendant les opérations. Elle faisait des danses et elle a perdu sa licence après avoir fait plusieurs fois de la merde lors d'opérations et ne pas avoir respecté certaines règles déontologiques. Bon, tu me diras, c'est de la sélection naturelle. Si tu te dis que tu vas prendre rendez-vous avec elle après avoir vu un TikTok où elle est en train de danser et faire n'importe quoi pendant que t'as un patient derrière sur la table d'opération en train de remettre sa vie en question, c'est clairement de leur faute. Mais là, on parle quand même des États-Unis avec des normes, de vrais diplômes. Alors imaginez les mêmes interventions mais dans une clinique qui coûte $2000 dans un pays où les qualifications ne sont pas claires voire inexistantes et où on te renvoie à ton hôtel 4 heures après l'opération sans suivi, sans infirmière, sans surveillance. Forcément, il arrive plus que souvent que certaines patientes rentrent chez elles avec des infections monstrueuses, d'autres avec des nécroses et certaines ne rentrent pas du tout. La République dominicaine est même surnommée par la presse américaine le cimetière du BBL. Et si vous pensez que j'abuse pour la vidéo, laissez-moi vous raconter deux histoires vraies qui résument parfaitement ce délire. La première vient d'une clinique en République dominicaine surnommée par les patientes elles-mêmes Encanto Dolls. Rien que le nom, tu sens que ça va mal finir. Ça sonne plus comme un bar à striptease où 50 € t'es plus beau que comme un centre médical. Une femme de New York y est allée pour un BBL pas cher, $2500, hôtel inclus mais pas le cercueil. Et forcément, elle n'est jamais rentrée. Complications post-opératoires, hémorragie interne et morte quelques heures plus tard. Le plus dingue, la clinique a fermé et le chirurgien s'est littéralement évaporé. Le mec a disparu comme ton père qui est parti chercher un paquet de clopes. Deuxième histoire, direction le Mexique. Une fausse infirmière arrêtée après avoir pratiqué des injections illégales dans un Airbnb. Oui, un Airbnb, pas une clinique, pas un cabinet. Non, la meuf installait sa chaise pliante entre le frigo, le canapé et le papier des instructions pour expliquer que tu dois pas jeter les rouleaux de PQ dans les chiottes sinon tu mangeras des frais de nettoyage. Et elle injectait des produits douteux à des patientes qui voulaient un petit BBL rapide. Résultat, petite grosse infection, petite nécrose, petite hospitalisation. Certaines femmes ont failli perdre des bouts de fessiers et encore, celles-là ont survécu. Il y a même eu un cas où la graisse injectée était tellement mal répartie et tellement contaminée que les chirurgiens ont dû retirer les tissus morts par plaques, comme si c'était des taxidermistes qui essayaient d'empailler un animal qui s'est fait exploser sur la route par un pick-up il y a 3 jours. Sauf que là on parle de ton cul et c'est ça la réalité du low cost. C'est pas de la chirurgie, c'est pas un acte médical, c'est littéralement un pari avec la mort. Et tout ça honnêtement pourquoi? Un cul pas spécialement beau et que tu vas quand même devoir retoucher avec des filtres qui tordent la matière elle-même et la gravité aux alentours comme si ton cul était un trou noir pour gratter des likes sur Instagram. Un fantasme esthétique basé sur des influenceuses qui, spoiler, n'ont pas obtenu leur silhouette dans des cliniques à 2000 balles et dans des blocs opératoires à 20 000 ou 30 000 $. Et t'espères avoir le même résultat pour 10% du prix. Et même ces résultats ne battront jamais un corps sculpté par l'effort. Et si tu crois qu'on vient de voir le pire, je peux t'assurer qu'on n'a même pas commencé à creuser. Parce qu'il existe un marché parallèle, une zone grise où la chirurgie n'est plus un acte médical mais du bricolage de garage. On va commencer par les États-Unis parce que oui, même dans un pays riche, tu peux te faire injecter des trucs qu'on utilise normalement dans le bâtiment et la mécanique. Du ciment et des bombes anti-crevaison pour pneus, de l'huile moteur, du silicone industriel et parfois même du gel de construction. Plusieurs affaires ont fait la une. Une fausse chirurgienne de Miami a été condamnée après avoir injecté du ciment dans les fesses de dizaines de femmes. Certaines ont souffert de nécrose massive, d'infections, d'embolies et au moins 2 sont mortes. En vrai c'est triste mais putain la meuf avant de faire des opérations, au lieu d'aller acheter son matériel en laboratoire ou en pharmacie, elle partait tranquillement à feu vert à la patte de l'expert pour acheter une bombe anti-crevaison et de l'huile de vidange. Puis elle s'arrêtait viteuf à Bricomarché pour le silicone et le ciment. Ton médecin a le starter pack du maçon portugais dans son C15 pour les chantiers, sauf que là c'est pour une salle d'opération. Et le pire c'est que c'est pas un cas isolé, même si c'est rare aux États-Unis. Par contre au Brésil, en Asie du Sud-Est et dans certains pays d'Afrique, c'est beaucoup plus courant. Tu trouves des injections clandestines faites dans des salons de beauté, des appartements, des chambres d'hôtel ou derrière un rideau de douche. Et la plupart utilisent du silicone liquide, le même poison industriel qui avait détruit des vies dans les années 60, avant d'être interdit partout. Les conséquences sont toujours les mêmes. Peau qui durcit comme du plastique, infection qui mange les tissus, bosses et déformations impossibles à retirer, amputation partielle et parfois décès. J'ai eu un cas hyper médiatisé au Brésil. Une femme de 30 ans a dû se faire retirer une partie complète de la fesse parce que le silicone clandestin avait littéralement mangé les tissus vivants. Le chirurgien a expliqué que c'était comme gratter du plâtre pourri sur un mur. Maintenant on passe au vrai boss final de l'horreur. Les vols d'organes dans des cliniques clandestines. Oui ça arrive, oui c'est documenté, et oui c'est beaucoup plus fréquent que ce que l'on pense. Le scénario est digne d'un film d'horreur sauf que c'est réel. Tu viens pour une liposuction, tu signes des papiers dans une langue que tu comprends à moitié, on t'endort et tu te réveilles avec un rein en moins. Il existe plusieurs cas documentés en Turquie, en Inde et au Brésil où des patients se sont retrouvés séparés de leurs organes après une intervention esthétique bon marché. Et certains s'en sont rendus compte des jours plus tard. Les chirurgiens fantômes disparaissent ensuite dans la nature et tu ne les retrouves jamais. C'est littéralement le marché noir qui se déguise en promo-chirurgie. J'ai essayé de regrouper un maximum d'opérations sur la chirurgie esthétique, mais il y en a pour toutes les parties du corps et avec énormément de façons différentes ou de résultats. On peut parler aussi des gens qui se font limer les dents pour poser des implants, se faire retirer les côtes. Bref, vous avez compris, c'est interminable. Et je crois que j'ai jamais écrit de vidéo aussi longue sur ma chaîne. Et pour conclure, on va parler un peu de ce qu'il se passe dans le cerveau. Pourquoi des gens tombent dans ces boucles d'opérations qui ne s'arrêtent jamais. Pourquoi certains deviennent dépendants du bistouri comme d'autres deviennent dépendants de l'alcool, du sport ou de drogue. Car parfois, tout ça peut devenir une addiction comme les tatouages et on va voir ça plus en détail maintenant. Il y a un truc que beaucoup de gens ne comprennent pas. La chirurgie esthétique peut devenir une vraie addiction. Ça ne commence pas toujours par un énorme complexe. Parfois, ça démarre très banalement. Un petit défaut qu'on veut corriger, rien de grave, mais le mécanisme psychologique derrière lui est exactement
exactement le même que celui d'une dépendance. Ça donne un cycle ultra simple. Dopamine, satisfaction, retour du doute, obsession, nouvelle opération. Au début, tu changes un détail pour te sentir mieux, puis tu remarques un autre truc, puis un autre, et un autre. Et à un moment, ton corps n'est plus un corps, c'est un chantier en travaux à durée indéterminée. C'est comme ça qu'on arrive au cas extrême, des gens qui enchaînent 20, 30, 40 opérations, des visages refaits 10 fois, des corps modifiés jusqu'à devenir méconnaissables. On n'est plus dans l'esthétique, on est dans l'évasion identitaire. Changer de physique devient une façon d'essayer d'effacer qui tu es, ou d'essayer d'être quelqu'un d'autre. C'est pour ça que des cas comme Marie-Madeleine existent. Pas parce qu'elle aime la chirurgie, mais parce qu'elle est littéralement coincée dans le cycle dopaminergique de la transformation. Ce qu'elle cherche n'est plus un résultat, mais une sensation. Et voici l'un des cas les plus tragiques que j'ai vu en cherchant pour faire la vidéo. Une femme en Corée du Sud, obsédée par l'idée de paraître plus jeune, enchaînait des injections de filler non-stop, à tel point que les chirurgiens ont fini par lui dire « Bon, on peut plus vous injecter, votre peau ne peut plus supporter ça. » Et là, son cerveau a littéralement basculé en mode survie addictive. Elle est rentrée chez elle, a pris de l'huile de cuisson et se l'a injectée elle-même dans le visage. Pourquoi? Parce que dans sa tête, injection est égale rajeunissement. Donc si les médecins refusaient, elle allait trouver elle-même une alternative. Les résultats, infection majeure, inflammation monstrueuse, visage déformé, cicatrices impossibles à retirer et plusieurs opérations de reconstruction qui n'ont jamais pu la ramener à son visage d'avant. Les médecins expliquent que son cas est l'exemple parfait de l'automutilation esthétique. Une personne qui ne sait même plus d'être belle, mais d'apaiser un vide psychologique que même 200 opérations ne pourraient jamais remplir. Et c'est ça l'addiction à la chirurgie. Tu ne poursuis plus un résultat, tu poursuis un soulagement temporaire qui disparaît quelques jours après l'opération et tu replonges. Le problème numéro 1 dans les chirurgies extrêmes, c'est le dysmorphisme. Le dysmorphisme, c'est un trouble où ton cerveau devient ton pire ennemi. Tu ne vois plus ton corps comme il est. Tu ne vois que les défauts et parfois même tu vois des défauts qui n'existent pas. Ça arrive aussi très souvent en musculation et c'est ce qui pousse les gens vers le dopage. Même Hafthor, la montagne de Game of Thrones, se trouve pas assez massif. Et plus tu opères, plus tu nourris la bête. Tu crois corriger un détail, mais en réalité tu renforces un message qui te détruit. Je suis imparfait, je dois changer avec des opérations. Les chirurgiens le disent tous, une personne avec un dysmorphisme sévère ne sera jamais satisfaite. Peu importe la réussite de l'opération, peu importe la perfection du résultat, le cerveau trouve toujours un nouveau défaut, toujours un nouveau truc qui pourrait être mieux. C'est comme ça qu'on arrive au cas extrême, des gens qui cherchent à ressembler à une poupée, à un personnage de manga, à un être irréel qui n'a jamais existé ailleurs que dans leur imagination. On a eu à l'époque le Ken humain, la Barbie humaine, le mec qui voulait ressembler à Justin Bieber, des transformations délirantes qui partaient tous du même problème mental. Il y a aussi d'autres cas en Allemagne, un homme a commencé une transformation pour devenir un alien. Il s'est fait retirer les oreilles, modifier le crâne, a voulu limer ses dents en triangle. Là, ce n'est plus de l'esthétique, c'est un délire existentiel. Et même en France, on a eu le cas d'un professeur d'école qui a transformé son visage et son corps en créature lézard démon. Peau tatouée, langue fendue, implants sous la peau, yeux modifiés au point d'être radié parce que ses propres élèves avaient peur de lui. On est loin, très loin du simple j'aimerais améliorer mon nez. Et ça, c'est un phénomène encore plus sombre, celui où la chirurgie ne sert plus à être plus beau, mais à ne plus être soi. Tu as des gens qui veulent se faire retirer des côtes pour affiner la taille, limer leur mandibule au point de perdre une partie de leur fonction, poser des implants sous-cutanés bioniques pour ressembler à un cyborg, se transformer en filtre Instagram permanent, ou carrément devenir, comme on l'a vu juste avant, non humain. Et je trouve qu'il est encore plus dérangeant, c'est les transformations ethniques. Tu as des femmes africaines qui dépigmentent leur peau à la javel. Changer de teint au péril de sa vie. À Abidjan, comme dans d'autres villes africaines, beaucoup de femmes veulent une peau plus claire. Au risque de brûlures, d'infections et de cancer. Tu as des Asiatiques qui cherchent absolument à effacer leurs yeux bridés pour avoir des yeux plus européens. Et dans l'autre sens, tu as des Européennes qui veulent ressembler à des idoles coréennes, avec les mêmes opérations, les mêmes implants et les mêmes paupières. Peu importe la direction, le moteur est exactement le même. Je ne me supporte pas comme je suis, je veux devenir quelqu'un d'autre. Ce n'est plus de la beauté, ce n'est même plus de l'esthétique, c'est de la dissociation identitaire. Une fuite, une tentative d'effacer la personne qu'on voit dans le miroir pour inventer une nouvelle, pièce par pièce. Et tant que l'origine du problème n'est pas traitée, peu importe combien de pièces tu changes, la personne à l'intérieur ne suit jamais. Et le pire dans tout ça, le truc qui alimente toutes ces dérives, qui transforme une petite insécurité en crise existentielle, qui pousse les gens à risquer leur vie, c'est toujours le même poison, les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. C'est devenu un écosystème où tout le monde se compare, tout le monde se juge, tout le monde veut ressembler à tout le monde, et personne n'a l'air de comprendre que personne ne ressemble vraiment à ce qu'il poste. Tu ouvres ton téléphone et tu vois des visages parfaits, des pommettes taillées au scalpel, des fesses rebondies comme des airbags neufs, des tailles minuscules, des abdos à 8% de body fat toute l'année comme si c'était une compétition de bodybuilding. Et c'est devenu tellement puissant que certains patients arrivent en consultation avec une photo d'eux-mêmes, mais avec des filtres. Et ils disent aux chirurgiens, je veux ressembler à ça. Pour beaucoup, leur version avec filtre devient une identité parallèle, une version d'eux-mêmes idéale, qu'ils essaient ensuite d'atteindre avec du botox, du filler, des implants, et parfois 50 000 € d'opération. Les réseaux sociaux ont transformé l'apparence en compétition, la vie quotidienne en casting permanent. Et le jugement des autres et les likes sont devenus une drogue dure. La chirurgie est donc devenue une façon d'augmenter sa valeur perçue dans ce monde. Pour rappel, si t'as envie de nous rejoindre dans le VK Studio et d'apprendre une compétence qui se monétise rapidement pour faire tes premiers euros en slip depuis chez toi, le lien en description pour en savoir plus. Bon, je crois que la vidéo est assez longue, je m'attendais pas à ça quand je me suis lancé dans le script. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, sinon on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs. Salut mes potes.